Je vous fais aujourd'hui une capsule que j'avais promise. J'avais fait, vous vous souvenez, une intervention sur Bolloré, la télé poubelle de Bolloré, les liens financiers que Bolloré a ou a acquis avec l'entourage du président de la République et la dépendance qu'il y a entre un Bolloré et la préservation du système, hein, tel qu'on l'a vu notamment au moment des émeutes, puisque Macron, mis en difficulté par les émeutes, a pu compter sur le soutien des télépoubelles de Bolloré pour expliquer que, certes, Macron, c'était pas sympa, mais c'était quand même moins pire que les Arabes, et donc il fallait combattre les émeutes et sauver le soldat Macron face au risque d'être submergé par une guerre civile intentée par les musulmans. Et on voit comment ça marche. C'est évidemment Macron, c'est pas bien, mais c'est quand même mieux que si c'était pire. C'est le principe de la télépoubelle de Bolloré. Et tout cela s'appuie sur des relations financières à plusieurs milliards d'euros qui expliquent les liens d'intérêt qu'il y a entre le milliardaire français et le président de la République et son entourage en tout cas. J'avais dit à cette époque-là que je ferais des analyses d'émissions et je crois que le moment est venu de faire des analyses d'émissions. Mais avant de vous la faire, je vais vous parler évidemment des deux polémiques de la semaine. L'émission qui a opposé Elisabeth Lévy et un certain Moundir sur Hanouna, chez Hanouna, et puis les propos tenus en off mais qui ont été enregistrés et diffusés de Pascal Praud, le journaliste sportif reconverti dans la politique, qui a reproché à un chroniqueur de parler des Palestiniens de façon favorable. Je vous en parle aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous redire d'abord que nous sommes très pris au courrier par la levée de fonds qui est en cours, qui je pense prend bonne tournure, et en même temps vous redire que nous lançons, c'est aussi le sens de la levée de fonds, un journal télévisé hebdomadaire qui paraît le lundi et qui vous dit l'important de l'actualité, qui vous décrypte l'important de l'actualité tous les lundis soirs, c'est Chaos Global. Et par ailleurs, nous avons une émission religieuse le vendredi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre fil Telegram qui est gratuit et de suivre nos comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Voilà, quelques infos générales. Bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube où je diffuse cette capsule. Je vais vous parler aujourd'hui des deux événements de la semaine sur les télépoubelles de Bolloré, l'une sur CNews, l'autre sur C8. Alors je vais commencer d'abord par CNews qui s'est passé. Vous avez tous vu ce petit extrait où on voit Pascal Praud à l'issue d'une émission débat qu'il anime reprocher à l'un des chroniqueurs, je crois qu'ils étaient 6 autour de la table, reprocher à l'un de ces chroniqueurs de parler positivement des Palestiniens, et il lui dit tu devrais arrêter de défendre les Palestiniens, ils veulent supprimer Israël. Alors, je vois que pour beaucoup de gens, c'est une surprise. En réalité, Pascal Praud illustre parfaitement la façon dont Bolloré, les chaînes de Bolloré s'intègrent dans la militarisation de l'information qui est développée, c'est un thème sur lequel je reviens souvent, qui est développé aux États-Unis notamment depuis les années 70. L'environnement de la CIA a considéré que l'un des champs des affrontements militaires n'était plus le pim pim pam pam dans les rues ou dans les campagnes. L'un des champs de l'affrontement militaire, c'est l'information et la guerre de l'information. Et depuis les années 70, les Américains ne cessent de perfectionner les techniques de militarisation de l'information pour gagner la guerre dans les esprits avant même de la gagner sur le sol. Et sur ce point, les Américains ont développé une série de théories, comme la théorie du nudge, dont je vais reparler aujourd'hui, qui vise à guider les gens qui ne réfléchissent pas. Alors, on le redit, le nudge, pour que tout le monde comprenne, donc c'est issu de recherches en sciences sociales, on va dire ça comme ça. Le nudge est une théorie qui a été développée par un prix Nobel de l'économie, M. Thaler, et par un proche de la CIA, professeur de droit public, M. Sunstein. M. Sunstein qui a notamment travaillé dans les équipes Obama, mais qui a toujours été proche des démocrates, qui sont aujourd'hui le réceptacle naturel des néoconservateurs aux États-Unis. Les néoconservateurs sont ceux qui considèrent que les États-Unis ont un rôle providentiel à jouer dans l'histoire de l'humanité et qu'ils sont là pour faire triompher la démocratie sur la barbarie, ce qui explique
la destruction de l'Irak, la guerre en Syrie, des tas de choses comme ça. Voilà. Au nom évidemment de la supériorité de la démocratie sur la paix. Et donc Sunstein fait partie de cette joyeuse bande, si vous voulez, qui théorise un certain nombre de pratiques pour déterminer, pour consolider l'impérium américain, la suprématie américaine dans le monde. Dans ce cadre-là, Sunstein a inventé la théorie du nudge avec Thaler, je l'ai dit, et ces deux énergumènes donc, ont notamment expliqué des choses qui sont fondamentales pour comprendre les stratégies de prédation des milliardaires dans les médias. Puisqu'au fond, les milliardaires achètent des journaux, alors, tout le monde parle de Bernard Arnault, Xavier Niel, les Dassault l'ont fait depuis longtemps. On peut aussi évidemment parler de Patrick Drahi, qui a des chaînes de télé pour un temps encore indéterminé. On ne sait pas. Daniel Kretinsky, le richissime tchèque. Bolloré, évidemment, qui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, veut créer une Fox News à la française. Tous ces gens-là achètent des médias pour pouvoir influencer les esprits et influencer les politiques pour servir de grands intérêts. Ils n'achètent pas ça pour s'occuper, pour s'amuser. Ils achètent ça pour peser dans le débat et, d'une façon ou d'une autre, défendre leur vision du monde. C'est une pratique qui est assez compréhensible au fond. Simplement, cette pratique va incrémenter, va utiliser des techniques développées aux États-Unis pour combattre par exemple, les théories du complot, pour combattre la liberté d'action, parce que au bout du bout, l'objectif de cette chaîne de télévision, c'est d'avoir la mainmise sur le comportement des consommateurs et donc de les priver de leur libre choix sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et pour y arriver, un certain nombre de techniques de militarisation de l'opinion sont utilisées. Nous en avons eu 2 démonstrations cette semaine sur les chaînes de la télé poubelle de Bolloré. Je commence donc par Monsieur Pro, Pascal Pro, qui fait une émission où il dit à l'un de ses chroniqueurs: tu ne dois pas parler des Palestiniens. Mais il ne le dit pas évidemment face caméra, il le dit en coulisses. Ce qui fait que le chroniqueur comprend que s'il veut être réinvité, eh bien, il doit modérer son discours et intégrer des éléments de discours pro-israéliens. Alors, à quoi ça sert, ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en partie dérivé de la théorie du nudge. Dans la théorie du nudge, il y a un certain nombre de principes qui disent que les gens, ils ont 2 règles. Ils jugent d'après ce que l'autorité, ce que la majorité des gens pensent. Et 2, ils ont l'habitude de réfléchir leur monde à travers le petit bout de leur lorgnette. C'est-à-dire que quand on leur expose un problème complexe, et le problème israélo-palestinien est un problème complexe, eh bien, comme ils n'ont pas les armes pour comprendre et pour analyser rationnellement, ils se fient à un certain nombre de réflexes qui vont les aider. Et dans ces réflexes, il y a le principe de disponibilité, tel que Thaler et Sunstein le théorise. Ce principe de disponibilité, c'est qu'on utilise les informations qu'on a à sa disposition pour comprendre un problème complexe. Et c'est précisément l'objectif de Pascal Pro, c'est de fabriquer une disponibilité de savoir qui va permettre de guider l'opinion et de lui suggérer de faire des choix qu'elle ne ferait pas forcément parce qu'elle est face à un problème complexe et qu'elle ne sait pas s'y repérer. Alors, comment a fonctionné le principe de disponibilité avec les chroniqueurs de Pascal Pro? D'abord, ils sont 6 autour d'une table. Et ce rapport est important parce que, au fond, c'est une petite démocratie, c'est une petite représentation de la société française qui est donnée. 6 personnes interviennent et donc on va faire croire subtilement, inconsciemment aux gens que majoritairement les Français sont pro-israéliens. Donc sur 6 chroniqueurs, on en choisit 5 qui sont pro-israéliens et on en choisit un qui est plutôt pro-palestinien. Alors en l'espèce, je ne connais pas le nom de ce chroniqueur, je ne sais pas quelles sont ses idées, mais il se trouve que dans le dosage qui est fait, on va construire une table qui va projeter sur le téléspectateur l'idée que le pro-israélien est largement majoritaire dans le pays, que 80% des gens
90% des gens sont pro-israéliens. C'est une façon de faire croire aux gens que penser comme tout le monde, c'est être pro-israélien. C'est d'abord à ça que sert la table ronde de Pascal Praud, c'est évidemment de faire croire aux gens qu'il y a un rapport de force favorable à telle ou telle idée, telle ou telle prise de position dans le pays, ce qui fait que les gens qui regardent se disent « Ah ben je pense comme la majorité puisque je suis pro-israélien ». Deuxième technique utilisée dans cette affaire, qui est aussi une technique plutôt intelligente, c'est d'obliger les gens à modérer leurs propos en coulisses, ce qui fait que lorsqu'ils sont en public, eh bien, ils vont donner une ligne qui va être forcément biaisée, c'est-à-dire que Pascal Praud, on l'a compris dans son intervention, considère que tous les propos pro-israéliens sont bons, mais que les propos pro-palestiniens doivent être modérés. Et donc, en quoi on fabrique un principe de disponibilité? C'est que le spectateur moyen, je vais dire qu'il est chez Pascal Praud, le spectateur moyen, lorsqu'il va entendre parler le lendemain de questions complexes, l'armée israélienne a bombardé l'hôpital de Gaza en disant il y avait des terroristes cachés à l'intérieur, tel pays lance un appel contre Israël. Face à toutes ces questions complexes qui ne nous sont pas familières, eh bien, on va mobiliser ce qu'on a vu la veille dans une émission d'intellectuels chez Pascal Praud et on va se dire non mais majoritairement la position pro-palestinienne, pro-israélienne est la bonne et la position pro-palestinienne est forcément une position de défense hein, ou de repli et qui n'est pas certaine, qui n'est pas claire, qui n'est pas évidente. Et c'est de cette façon qu'on va donner aux gens des éléments de langage, si vous voulez, qui vont leur permettre d'analyser toute l'actualité qui suit à travers les yeux de la propagande israélienne et qui va, d'une certaine façon, délibérément affaiblir la perception pro-palestinienne de la réalité. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est qu'il y a donc bien une stratégie de construction des esprits, de construction de l'opinion, où les télépoubelles vont se charger de donner des armes à ceux qui les regardent, aux spectateurs, pour comprendre le monde à travers le prisme qu'elles choisissent et qu'elles veulent diffuser. Alors, dans l'univers de la télépoubelle de Bolloré, il y a une segmentation sociologique qui est faite. C'est-à-dire que, et c'est ça, il faut le comprendre, pour voir que les armes qui sont utilisées sont adaptées à chaque segment. Alors, donc concrètement, les émissions de CNews, et notamment le débat de Pascal Praud, il est fait pour, je coupe ça, il est fait pour, il s'adresse essentiellement aux cadres supérieurs, aux gens qui sont désireux d'avoir un accès à une actualité, qui cherchent des influenceurs pour comprendre l'actualité, et qui cherchent des influenceurs qui font des phrases de plus de 10 mots. Et donc, forcément, les techniques de persuasion, de manipulation utilisées chez Pascal Praud, par exemple, sur CNews, ne sont pas les mêmes que celles qui sont utilisées dans les chaînes qui s'adressent au niveau inférieur de l'opinion, non pas inférieur humainement, mais qui financièrement, socialement, sont moins favorisés que les gens qui regardent les émissions de Pascal Praud. C'est notamment le rôle de Cyril Hanouna, qui est de contrôler l'opinion des catégories socio-professionnelles les moins favorisées en mettant en scène un monde et en habituant les gens qui le regardent à subir un monde qui est un monde qui correspond aux intérêts de la caste. Alors ce qui est dominant dans ce monde, essayez de le comprendre, c'est que nous, quand nous allions à l'école, oui, moi je suis fils d'ouvrier maçon, vraiment pas ouvrier qualifié, je suis allé à l'école, j'ai eu cette chance, mais j'ai aussi beaucoup travaillé, mais je suis allé à l'école où on m'a dit la pensée, ça se forge par les contradictions, thèse, antithèse, synthèse, vous avez tous entendu parler de ça. C'est-à-dire que la pensée fondamentale qui a construit la civilisation française occidentale, hein, qui n'est en rien judéo-chrétienne, qui est chrétienne probablement, mais qui l'influence juive sur notre monde contemporain, en tout cas en France, je la cherche. Mais donc dans notre construction intellectuelle, nous avons admis que l'atteinte de la vérité, elle était le résultat d'un processus de contradiction entre les gens qui permettait de dépasser le point de vue de chacun pour accéder à un monde supérieur.
c'est ce qu'on appelle la dialectique, hein, et qui est au fondement d'une certaine pensée occidentale, essentiellement la pensée platonicienne. Et je ne vais pas rentrer dans le débat entre aristotéliciens et platoniciens, mais il y a l'idée que la contradiction, le débat, permet d'atteindre une vérité supérieure. Or, chez Hanouna, le principe de l'émission est fondé sur la ruine de cette idée, c'est-à-dire que les gens viennent pour faire de la castagne, comme on dit, hein, pour faire le buzz, c'est-à-dire qu'ils viennent se disputer, ils viennent confronter leur point de vue sans jamais chercher à le dépasser. Hanouna est le grand maître du discrédit jeté sur la démarche démocratique. La base de la démocratie, c'est la délibération. Ce n'est pas le vote, c'est la délibération. C'est-à-dire, chaque courant d'opinion échange son point de vue et cherche une synthèse. Hanouna détruit cela en expliquant que le principe de la démocratie, c'est la confrontation sans recherche de la synthèse, c'est-à-dire que dans un débat, le principe, c'est qu'on se tape dessus, on ne cherche pas à écouter l'autre, on est là pour l'insulter, pour l'attaquer, pour l'agresser, pour exprimer une forme de haine ou de rejet de l'autre, mais on ne débat pas des idées, éventuellement on les confronte et on ne cherche en aucun cas à les dépasser, ni à, d'une façon ou d'une autre, tirer tout le monde vers une synthèse qui serait satisfaisante pour l'intérêt général. C'est le grand fondement de l'hanounisme, si vous voulez. Hanouna, c'est l'ennemi de Platon. Hein, Hanouna, c'est l'homme pour qui les divergences d'idées ne permettent pas de progresser. Elles ne sont que leur seule conséquence, c'est l'agression, c'est la guerre, mais ça ne permet pas d'avancer dans l'histoire. Hanouna n'est pas dans une tradition platonicienne, il n'est pas dans une tradition européenne, il est dans une tradition où il y a la vérité qui affronte l'erreur ou le mensonge, il est dans une tradition qui est très monothéiste, si j'ose dire, mais pas la nôtre. Et donc Hanouna met en scène des débats qui sont en fait des combats de coqs, où le principe n'est pas de comprendre l'autre, le principe c'est de l'agresser et de le battre. Et donc, qu'a-t-il fait cette semaine? Il a invité Elisabeth Lévy, fondatrice de Causeur, hebdomadaire que tout le monde connaît sans doute si vous vous intéressez un peu au mouvement des idées. C'est un hebdomadaire très pro-sioniste, très hostile à l'islam, qui était sauvé financièrement par Charles Gave, qui lui-même ne cache pas ses opinions très favorables à Israël, et très proche des milieux pro-sionistes. Et donc, Hanouna a mis Elisabeth Lévy face à des contradicteurs. Gilles Verdez est un chroniqueur payé par Hanouna et a été chargé devant la plèbe, si j'ose dire, de dire « faut pas être islamophobe, madame », ce que personne ne peut contester, qui permet à Hanouna de sauver une partie de son auditorat. Et ensuite, il a mis Elisabeth Lévy, qui est quand même une intellectuelle, face à un candidat issu de la télé-réalité qui est venu raconter un certain nombre de conneries sur le rôle des musulmans dans l'histoire de France, en expliquant que finalement les musulmans étaient ceux qui avaient sauvé la France. Ça, c'est une technique qui est extrêmement prévisible. Alors, il se trouve que donc Elisabeth Lévy a tiré sur la corde ensuite, sur la pelote, si elle a déroulé la pelote, jusqu'au bout de ce genre de technique. Parce que, effectivement, lorsque vous êtes Hanouna et que vous êtes pro-sioniste, il l'a déclaré, Hanouna se déclare juif tunisien et considère que son intérêt c'est de défendre Israël, vous êtes évidemment embarrassé lorsque l'armée du pays que vous soutenez écrase tous les jours sous les bombes des hôpitaux avec des enfants qui meurent dans des images que tout le monde voit, pas à la télé, mais sur les réseaux sociaux, bien entendu. C'est compliqué de défendre ça. Et vous ne pouvez pas, parce que tout le monde sait que vous êtes jugé parti, prendre une position frontale. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous recréez le conflit tel que vous avez envie qu'on le projette et qu'on le comprenne autour de votre émission, pendant votre émission. Et donc, qu'a fait Hanouna? Il a choisi un représentant de la cause arabe qui est manifestement sous-équipé intellectuellement. Le gars est probablement très sympa, je ne le connais pas. Enfin, il est un candidat issu de la télé-réalité. Et quand on lit
la lettre qu'il a lue à la télé, c'est un tissu de conneries. Bah, bon. Et donc, on ridiculise le Coran de verse en le faisant endosser par quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Et donc, on va créer une disproportion pour convaincre les gens intuitivement que, au fond, ceux qui sont pro-palestiniens sont des débiles mentaux ou des gens de la télé-réalité qui racontent n'importe quoi, qui s'expriment mal, et les gens qui sont pro-israéliens sont en revanche des intellectuels qui savent développer leur point de vue. Alors, le problème, c'est qu'Elisabeth Lévy, elle a kické, elle a eu du mal à défendre son point de vue de façon raisonnable, et donc Hanouna a organisé un bis, cette fois avec une contradictrice qui a été plus en mesure de rabattre son caquet, de telle sorte que sur les réseaux sociaux, tous les comptes qui défendent la position pro-israélienne ont répercuté l'émission numéro 2 et pas l'émission numéro 1 ratée avec Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy a retourné la situation en sa faveur en disant « J'étais femme seule face à 3 mâles extrêmement agressifs ». Alors, on connaît les diatribes habituelles d'Elisabeth Lévy contre les féministes, mais cette fois, elle a un peu endossé le rôle de la féministe en disant « J'étais seule face à 3 mecs agressifs et donc j'ai été déstabilisée ». Cette image-là lui profite parce qu'on voudrait montrer qu'au fond, dans le combat israélo-palestinien, dans la guerre israélo-palestinienne qui dure depuis 80 ans, nous sommes face à un combat de civilisation entre des brutes islamistes et des civilisés raffinés occidentaux. On aurait fait ce que Hanouna a fait, c'est-à-dire qu'on aurait invité une femme, et d'ailleurs le lendemain, Hanouna a invité une autre femme pour porter la réponse à Moundir, et donc on aurait mis une femme lettrée, intelligente, cultivée, face à 3 brutes extrêmement intolérants, et on aurait convaincu les gens de façon inconsciente que le conflit israélo-palestinien, eh bien, ce sont 3 brutes qui s'en prennent à des femmes, et qui s'en prennent à une femme à 3 contre 1, et 3 brutes qui s'en prennent à une femme cultivée. C'est comme ça que, inconsciemment, Hanouna a répondu, a défendu les intérêts israéliens, c'est en organisant un débat qui évidemment ne peut que choquer les gens civilisés et ne peut qu'accroître les chances de se mettre du côté de l'argumentaire pro-israélien. Et donc pour faire face à des gens intelligents, Hanouna ne choisit pas des spécialistes de la question israélo-palestinienne, il choisit des clowns pour ridiculiser l'opposition. C'est une technique qui a été très largement utilisée depuis 20 ans pour ridiculiser tous les opposants. Pourquoi Hanouna le fait et pas Pro? Parce que Pro s'adresse, je l'ai dit, à une catégorie de cadres, alors que Hanouna s'adresse à des gens qui, dans la théorie du nudge, vont fonctionner de façon, pour ainsi dire, instinctive, non rationnelle, et que donc l'essentiel de ce qui va imprimer dans les cerveaux dans une émission d'Hanouna va être de l'émotionnel. C'est pour ça qu'Hanouna ne fait pas de débat intelligent, il fait de l'émotion où les gens se tapent dessus, se détestent, et où il dit aux gens, bah, si vous voulez débattre, tapez-vous dessus, détestez-vous, ne pas être d'accord avec l'autre, c'est le haïr, et la vie, c'est comme ça, mes amis. C'est ça qui est mis en scène, et au fond, l'émission d'Hanouna, parce qu'elle s'adresse à des gens qui sont moins cultivés, moins armés pour rationaliser le monde ou pour le théoriser, l'émission d'Hanouna met en scène le désordre et explique au monde que ne pas être d'accord avec l'autre, c'est forcément le combattre. Et qu'il n'y a aucune possibilité de trouver un accord, une synthèse entre les gens. Et que dans le cas israélo-palestinien, l'image, le mimétisme d'une certaine façon qui a été donné, c'est 3 brutes épaisses qui s'en prennent à une femme, choisissez votre camp, et forcément, eh bien, si vous êtes uniquement dans l'émotion, vous défendez la femme agressée, vous ne défendez pas les mecs qui racontent n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est la structure de pensée d'Hanouna, c'est le rôle de son émission, c'est d'une certaine façon de disqualifier le débat et de mettre en place un monde où il ne peut plus y avoir de réflexion ni de dépassement de son propre point de vue. C'est un monde où une fois qu'on a une idée, on s'y accroche et on engueule l'autre jusqu'à avoir raison, sans se soucier de savoir s'il y a une vérité qui peut être recherchée ou pas. C'est ça la télé-poubelle de Bolloré, et c'est le rôle social d'Hanouna
que de tirer les gens vers le bas, c'est-à-dire de les maintenir dans une incompréhension de ce qu'est une démarche réflexive, de les maintenir dans un filter bubble, ce que Kassenstein appelle utilement la crippled epistémologie, dans une épistémologie handicapante qui fait que les gens n'apprennent plus et pensent qu'ils ne sont pas là pour comprendre le monde ni pour l'analyser, ils sont là pour le dénoncer. C'est la grande stratégie de Bolloré, c'est d'abêtir, d'avachir les esprits pour pouvoir mieux les contrôler. Posez-moi vos questions si vous en avez, j'y répondrai dans une prochaine vidéo.